Bonjour. Alors, je reviens brièvement sur une question que vous m'avez posée, à savoir à quoi ça sert de faire de la critique des discours, même par rapport à n'importe quel critérium. Le mien, c'est le genre, ça pourrait être autre chose. Bon, à quoi ça sert de faire ça, sachant que le réel est le réel et dans le cas de l'effondrement, par exemple, le réel est tellement imposant qu'on n'en est plus à faire de la critique des discours. Donc, c'est une question dont on va parler un petit peu, que je vais tenter de présenter, disons, rapidement. Alors, je reviens pour cela d'abord pour prouver un peu mes dires d'hier à propos de l'effondrement, sur une interview de Pablo Servigne que vous trouvez en ligne, qui s'appelle Effondrement de la civilisation avec un point d'interrogation et qui date du 23 février 2018. Donc, dans cette interview, on va faire l'analyse un petit peu du discours afin de montrer comment l'interviewé, Pablo Servigne, use probablement involontairement des clichés et de l'efficacité du discours eschatologique et prophétique traditionnel afin de faire passer son discours. Je vous montre ça pendant 5 ou 10 minutes et on revient sur la question principale, à quoi ça sert de faire de l'analyse critique du discours à une époque où on n'en est apparemment plus là. C'est ce qu'on va essayer de voir. Alors, de quoi parle-t-il, Pablo Servigne? Donc, de l'effondrement, et il est interviewé par quelqu'un, un journaliste, qui est un petit peu taquin, comme on dit, c'est-à-dire qui lui envoie des petites piques, qui essaie de le faire tomber dans ses propres pièges. Vous voyez, la loi de l'interview un peu fight, comme c'est souvent le cas à la télé, disons, pour plaire au public. Alors là, ce qui est intéressant, c'est les commentaires, les réactions des gens qui ont une écoute absolument religieuse et qui, en gros, dans les commentaires, disent « Mais ce journaliste, il ne pourrait pas se taire et laisser parler cet homme merveilleux, cet homme bon. » Enfin, il y a vraiment une attitude, comment dire, d'admiration très forte qu'on voit dans les commentaires, qui n'arrête pas de critiquer l'intervieweur, lequel ne laisserait pas parler le prophète. Donc, un engouement devant le discours prophétique, visible par les commentaires. Bon, ça ne suffit pas comme preuve, bien évidemment. On peut se rappeler que tout prophète prophétise des horreurs. Le meilleur exemple, c'est le film des Monty Python, La vie de Brian. C'est absolument hilarant. Vous avez une série de prophètes debout. Alors, ils sont tous les uns à côté des autres, le long du mur, d'une sorte de mur fortement lié à des lamentations, si on veut. Bon. Et il n'arrête pas de dire oui, selon machin, il passera ci, il passera ça. Et vous voyez que des horreurs. Et les gens passent devant d'un air assez indifférent. Et là, c'est là que Brian lui-même va être soumis à cet exercice. Donc, revenez sur ce film pour essayer de détecter dans les discours des gens la dimension prophétique basée sur rien. Alors ça, c'est typique des télés actuelles, BFM Télé, France Inter, enfin tous ces trucs. Vous avez toujours un effet prophétique. Il se pourrait que le virus, blablabla, machin a dit, qui a fait une prédiction comme quoi. Non, non, voilà, le problème de la prédiction, ça va être ça mon problème. Vous devinez déjà par rapport à l'analyse, comment dire, l'analyse des discours à visée critique. On va peut-être essayer de lutter contre l'effet de prédiction. Ça va peut-être être ça la, la fin de la chose. Je reviens sur Pablo Servigne qui prédit une guerre entre l'Inde et le Pakistan. Donc, qui prévoit ça en 2018. Sur quoi repose cette prédiction? Sur son intuition personnelle, c'est-à-dire sur rien. Donc, il faut bien se pencher un peu comme ça sur ce que disent les gens en vrai. Prenons l'exemple du chasseur. Les chasseurs n'ont pas en général très bonne presse. Bon, voilà. Et lui, il a l'air tout à fait bisounours, le monsieur, il a l'air très gentil, il paraît qu'il est très gentil. D'ailleurs, je ne remets pas ça en cause, je fais de l'analyse du discours, je ne fais pas de l'analyse du bonhomme. On est bien d'accord, le bonhomme, il est ce qu'il est, il fait ce qu'il peut, il est convaincu que c'est bien ce qu'il fait, bon, ben, tant mieux pour lui, vous voyez, mais nous, on est en train d'analyser les discours, tout simplement. Et alors, en gros, il dit, ah oui, ah ben, je deviens un chasseur, et il emploie la phrase, on a tous un survivaliste en nous. Et ce survivaliste est très fortement associé à une figure du prophète, puisqu'un peu plus tard, il dit, alors c'est pas tout à fait au même endroit de l'interview,
quand on a une famille et il parle de son rêve de sauver finalement sa famille. Or, la réalité, c'est l'inverse. C'est-à-dire que c'est, semble-t-il, sa femme et ses parents qui fortement contribuent à sa survie. Donc, il est en train là, carrément de fausser la réalité. Il pourrait le dire, hein, simplement, ça n'a rien de honteux. Mais il se met dans la figure un peu comme dans les trucs de Barjavel, vous savez, Ravage, cet épouvantable roman le plus sexiste de la Terre, peut-être. Alors, c'est un roman atroce, hein, j'en parle un petit peu là, à l'occasion en parenthèse, écrit par Barjavel, qui raconte comment il faut couper la voix des femmes, hein, puisqu'au début, il y a une fille qui veut devenir chanteuse, et au moment où elle va chanter, eh bien, la catastrophe s'abat, c'est-à-dire quick, on lui coupe la voix, hein, comme ça elle en dira pas plus. Et finalement se développe une espèce de figure de mec atrocement patriarcal, le gros prophète, vous voyez, qui dirige son équipe de femmes et d'inférieurs, enfin, une image de l'esclavage féminin, enfin, c'est immonde, c'est tellement dégueulasse, ces romans, j'en vomis rien que d'y penser. Donc, c'est vrai que je suis particulièrement sensible, j'avoue, c'est ma propre sensibilité, à toutes ces figures de prophètes qui veulent sauver leur famille et qui véhiculent des images mensongères, puisque dans le cas précis de ce bonhomme, ça semble être l'inverse. Vous voyez, donc je pense que dire la vérité, c'est pas toujours facile quand on veut prophétiser, puisque pour prophétiser, il faut être le prophète avec une barbe, il faut être le chef, le mec, et se baser sur des valeurs de type masculiniste. C'est la seule possibilité. Et alors le discours, c'est plus intéressant d'étudier le discours que mes intuitions un peu énervées sur ces façons de renverser la vérité, disons. Il dit « Je suis le seul et il faut me croire ». Alors, dès que quelqu'un vous dit de croire, il faut se méfier. Je vous l'ai dit la dernière fois, si on vous dit qu'il faut sauver quelque chose, méfiez-vous. Si on vous dit qu'il faut croire quelque chose, là aussi, il faut extraordinairement se méfier. Et son discours, c'est vraiment les autres ne savent pas. Moi seul, je sais. Vous voyez, il y a vraiment un côté, je suis le fils de l'homme. Moi, je sais. Moi, je vais vous dire. Moi, c'est moi qui sais. Et c'est finalement quelque chose un peu bizarre de renvoyer comme ça à la croyance. Alors, il est question à un moment du destin de Cassandre. Il dit que c'est dur d'avoir raison. Tout ça, c'est des citations. Et une fois que tu commences à croire, donc la référence à la croyance revient sans arrêt. Et finalement, c'est ça qui semble un petit peu bizarre. Le mot croyance commence à s'amplifier dans le discours. Et là, on est dans une position, disons, religieuse. Nous, en tant que spectateurs, spectatorice en l'occurrence, hein, ce n'est pas la peine de toujours masculiniser tout, on est censé être envoûté et dire mais oui, il faut croire, il faut croire. Donc la croyance. Alors c'est assez amusant, il cite Spinoza un peu de travers en disant ouais, ça fait un peu un télo, mais bon, bah, il cite de travers, mais peu importe. Mais c'est intéressant qu'il cite Spinoza qui disait Dieu, c'est asile d'ignorance. Et c'était fort à l'époque hein, de dire ça. Alors naturellement, il emballait comme il fallait pour pas avoir trop d'ennuis, mais quand même quoi. Alors bon, on passe la grossophobie du truc. À un moment, il est question de retirer un gâteau à un obèse, voilà, qui est très très élégant, mais c'est l'intervieweur qui parle et Pablo Servigne, forcément, il est sur son truc, il ne va pas relever cette grossophobie. À un moment, on lui parle de la gourouisation, l'intervieweur le taquine sur ce thème, et bon, il admet ça. Et alors, l'histoire alors, les analyses semblent. Je ne sais pas, à un moment, il dit que pétrole et climat sont liés et c'est censé être une grande découverte. Là encore, on peut se demander si l'analyse est tellement... vous voyez, pétrole et climat sont liés. Bon, ben oui, je pense que tout un chacun et toute une chacune aurait pu y penser. Ce n'est pas vraiment ce qu'on appelle une découverte, en l'occurrence. Alors, les évangélistes, un prophète a des évangélistes, et là, il en a deux. Il y a une petite fille de 14 ans et une petite fille de 6 ans qui sont les évangélistes. C'est ce que je vous disais, c'est-à-dire elles portent le discours, et ça c'est bien pour un prophète d'avoir des évangélistes, c'est toujours extrêmement utile. Alors il y a toute une enfilade de poncifs sur les enfants, ils s'adaptent, ils sont la pulsion de vie, les enfants détestent qu'on leur mente, etc. Et puis le dernier mot, c'est amour et culpabilité, c'est-à-dire oui, nous nous aimons, nous les humains, oui, un message tout à fait christique, nous allons nous aider, pendant la crise. Alors, l'histoire du Covid a montré que non, le soi-disant masque pour protéger les autres, qui en réalité vous protège vous, hein, on arrête avec tous ces discours mensongers. Ces masques sont faits pour protéger les personnes qui les portent. OK.
Bon, donc on a essayé de faire le gouvernement, disons, a essayé de faire un discours altruiste. On porterait ça pour protéger les autres. Et Pablo Servigne, son grand discours, c'est ça, c'est-à-dire en cas de crise, c'est l'amour qui va triompher. Mais le dernier mot, c'est que cette destruction du monde, nous sommes tous coupables et nous devons croire. Et on retrouve ici des schémas très, très fortement liés à une tradition ézéchielesque, tout, comment dire, vraiment bon, prophétique, hein, au sens lecture des anciens prophètes et de leurs discours. Alors c'est sûr que les anciens prophètes, ils doivent se retourner dans leur tombe et être très jaloux de tous ces collapsologues, parce qu'eux, ils étaient sur le pourtour de la Méditerranée. Vous savez, c'est toutes les religions du pourtour de la Méditerranée, hein, les prophètes. Donc, il y a quoi? Il y a la religion judéo-chrétienne, et enfin, les juifs, les chrétiens, et les musulmans un peu plus tard. Hein. Donc, tout ça, c'est pas très grand comme ère. Hein. Enfin, mettez-vous à la place des très, très anciens prophètes. Ils n'avaient aucun moyen de communication. Vous voyez, c'est pour ça, la vie de Brian, c'est amusant. À part monter sur 2-3 caisses et puis raconter des choses aux gens. Bon, le bouche à oreille fonctionnait bien, hein, certes, mais quand même. Moi, je ne sais pas, si j'étais prophète, j'aurais de quoi être jalouse des moyens de communication que maintenant ont les prophètes contemporains. Il n'empêche que c'est toujours le même discours. Et du coup, on peut analyser ça, c'est-à-dire on peut analyser ici le fait que c'est que des hommes. Donc, ce discours est pris. Alors, je ne dis pas que les hommes sont tous masculinistes, mais ce discours est fortement teinté de masculiniste, puisqu'il s'agit de prophéties de type patriarcal, il s'agit de défendre la famille, voilà, enfin bon, et puis il s'agit d'être chasseur au sens où un homme est chasseur, etc. Ça, c'est les vieux poncifs. Hein. On se demande d'où sort Diane chasseresse avec ça. Hein. Elle sort donc de nulle part. C'est ça l'idée. Cette idée des hommes chasseurs et des femmes cueilleuses, mais quoi de plus stupide? On n'en sait rien du tout, du tout, du tout. C'est une pure hypothèse gratuite, entièrement gratuite, et qui, vous voyez le poncif, hein, comment ça tourne comme ça dans les têtes, c'est un pur poncif. Alors, du coup, on a analysé, voyons brièvement ce discours pour montrer qu'il était masculiniste et prophétique. Qu'est-ce qu'on a gagné? Pas grand-chose, vous pouvez dire, parce que oui, finalement, Pablo Servigne, au moins, il écrit des bouquins, le Pablo Servigne ou les autres, hein, je parle de lui, n'importe quoi. Bon, ils écrivent des histoires, enfin pas des histoires, vous voyez ce que je dis? Bon, pas des histoires, ils écrivent je sais pas, des bouquins où ils mettent en garde les gens, etc. Bon, c'est une erreur de mettre en garde les gens. C'est pas les gens qu'il faut mettre en garde, c'est les responsables. Or, les responsables ne sont jamais inquiétés, vous remarquez. Hein, les personnes qui ont créé toute la galère dans laquelle nous sommes actuellement ne sont jamais, ils sont complètement intouchables. Et on accuse le peuple. Et là, typiquement, c'est ça, c'est accuser l'humanité. Dire humanité, tu dois croire, humanité, tu dois faire quelque chose, tu dois trier tes déchets, mets ton carton dans la poubelle jaune, sinon le monde s'effondrera. Enfin bon, et avec cette expression qui revient tout le temps, cette expression extrêmement cliché, faire quelque chose à son niveau. Mais où est le niveau? Le niveau, c'est celui de la haute spéculation mondiale. Donc, voilà, quoi. C'est compliqué l'affaire. Hein. Alors, qu'est-ce que nous a appris la pratique ici expérimentale, hein, après vous faites la vôtre. Le but que j'ai, c'est de vous apprendre à faire ça, à faire de l'analyse critique des discours. Et vous allez vous dire, mais ça ne sert à rien et c'est un peu triste. Parce que finalement, bon, ben, on n'y gagne rien, on n'en est pas plus gras, comme on disait, hein, l'expression, vous voyez. On n'en est pas plus gras, et à quoi ça sert sinon à penser seul dans son coin, ça ne sert à rien de penser seul dans son coin. Alors ça, oui, ça c'est ce qu'on veut nous faire croire. Hein. Ça ne sert à rien de penser seul dans son coin. Du coup, ça remet en cause tout ce que disait par exemple un type comme Leibniz, qui est quelqu'un d'extraordinaire hein, au point de vue philosophie, c'est quelque chose de bon, sublime, Leibniz. Il disait, oui, il faudrait être capable de penser seul dans sa chambre. Il trouvait ça à l'époque extrêmement positif. Il passait son temps à écrire des lettres. Hein. Je vous ai dit, il a écrit je ne sais plus combien, 36 000 lettres. Je dis au pif, c'est peut-être 30 000. Enfin, vraiment beaucoup, beaucoup de lettres à des correspondants et correspondantes sacrément malins et malines, comme par exemple la Palatine, qui réfléchissait énormément sur le sort des animaux, qui s'opposait à Descartes, enfin, qui était une femme de pensée hein, et une écrivaine importante de la littérature allemande, ça je vous l'ai déjà dit. C'est Liselotte, hein, la fameuse Liselotte, avec ses petits chiens phalènes, voilà, et qu'elle aimait beaucoup, des petits chiens, un peu comme le mien, là, le chien qui est bon, enfin bref. Revenons à tout ça. Donc, l'analyse critique du discours, est-ce qu'elle va vous permettre de changer le monde?
Honnêtement, je ne pense pas, mais elle va peut-être vous permettre d'analyser le monde et de vous dire, je dois faire attention aux effets de croyance. En effet, là, tous ces discours qui nous invitent à croire, nous invitent en fait à croire des choses fausses, à savoir que nous, les clampins moyens, sommes les principaux responsables de la destruction, ce qu'on appelle la destruction de la planète, qui n'est jamais autre d'ailleurs qu'une destruction de l'humanité par elle-même. C'est ça le discours qu'on veut vous faire croire. Or, c'est pas ça. La vérité, c'est que des personnes, des groupes, une certaine conception du monde attachée à des groupes particuliers de personnes liées au masculinisme, au capitalisme, au sexisme, au racisme et à tout ça, constitue un noyau dur responsable. Et que ce noyau dur trouve moyen d'accuser les autres. Et penser ça, c'est quand même pas mal, parce que ça permet du coup de remettre en place l'effet prédictif, l'effet de prédiction, parce que la prédiction, c'est fait pour affoler le monde, et ça l'a toujours été. Alors, je vous avais dit une fois, je crois, que les rois anciens passaient leur temps à avoir des prophètes personnels, hein, des espèces des mages, des astrologues, enfin, qui leur disaient oui, qui faisaient ce qu'on appelle l'astrologie judiciaire. Ce n'était pas lié à la justice, c'était uniquement l'idée qu'il fallait calculer à quel moment on allait attaquer l'ennemi, signer tel traité, quel jour était propice, quel jour ne l'était pas, vous voyez. Donc ces pratiques, c'est vraiment ancré. Même chose, la croyance dans les comètes qui vont tout détruire. Toutes ces pratiques-là, ces pensées de la prédiction sont extrêmement fortes. Alors on a pu appeler ça le millénarisme au sens large, même si le millénarisme, ça a un sens précis. C'est lié à l'an 1000, la peur de l'an 1000, et récemment la peur de l'an 2000. Vous voyez, une espèce de peur liée à un pur chiffrage dont nous sommes responsables, là, pour le coup, dont l'histoire de l'humanité a créé, disons ça, la façon de chiffrer, les chiffres arabes, les bouliers, toutes ces façons de compter. Bon, on ne fait jamais que compter, et du coup, on est en l'an 1000, en l'an 2000, c'est du décompte, c'est du comptage, ça n'a pas une réalité tangible. Donc vous voyez comment l'esprit millénariste au sens large, c'est-à-dire l'esprit où on se met à croire à tous les prophètes, c'est peut-être, est-ce que ce ne serait pas plus dangereux quelque part que l'effondrement lui-même? Est-ce que ça troublerait pas la pensée de se dire mais oui, le monde, la planète s'effondre et nous sommes responsables, ce qui est faux. Deux fois, la planète ne s'effondre pas, elle s'en fout complètement. C'est pas le problème de la planète. Clairement, c'est pas le problème de la planète. Et la deuxième chose, c'est notre responsabilité. Non, c'est la responsabilité d'un certain nombre de personnes qui sont actuellement totalement intouchables. Et donc, le savoir, je ne sais pas trop à quoi ça sert, évidemment. Pas grand-chose puisqu'on reste dans son coin à réfléchir et à parler. Mais bon, j'ai peut-être pas fait beaucoup la pub de ce que je fais, mais je vous conseille d'essayer quand même, ne serait-ce que pour mettre à distance la violence des pensifs, la violence des prédictions, l'obsession de prédire et la capacité de dire, comme bon, on va faire un peu de socratisme pour finir, je ne sais qu'une chose, c'est que je ne sais pas. Et j'ai l'impression qu'on avance énormément quand on dit je ne sais qu'une chose, c'est que je ne sais pas. Je ne sais pas quand le Covid va finir, je ne sais pas ce qui va se passer après, je ne sais pas si le Covid va durer toujours ou pas, je ne sais pas, mais je ne sais qu'une chose, c'est que tous ces discours de prédiction, j'en veux pas, que la croyance, comment dire, comme un blanc-seing offert à quelqu'un, une carte blanche, j'en veux pas, et croire tout ce que tout le monde essaie de me faire croire, je ne veux pas non plus. C'est juste une question de liberté intellectuelle personnelle. Voilà, ben écoutez, je vous remercie et donc à vendredi prochain.